Et maintenant, je vais demander à monsieur le maire Eric Fournier, monsieur le député Xavier Roseren, et monsieur le maire et monsieur le conseiller monsieur Évrard de nous rejoindre sur scène pour parler de logement, s'il vous plaît. Monsieur Évrard, il faut venir, vous avez testé dans le discours de la ministre, il n'y a plus de choix. Merci à tous les trois de venir discuter de ce sujet important et dont j'ai vu en échangeant sur ce sommet avec les habitants de Chamonix qu'il était au cœur de leurs préoccupations. Quand je leur parlais du programme de cette journée, le sujet qui a le plus fait réagir, et j'ai senti que c'était le sujet qui vraiment les impacte dans leur vie au quotidien, c'est le sujet du logement, et c'est un sujet qui est évidemment compliqué dans certaines vallées touristiques parce que c'est pas facile pour certains habitants de se loger et que c'est une de leurs réalités du quotidien. On a commencé à travailler, vous avez commencé à travailler à la fois au niveau local, au niveau de l'Assemblée nationale et au sein du gouvernement et du cabinet de Madame Faure sur ces sujets. Monsieur le député, je vous laisse la parole. Vous avez obtenu, après un long combat et le dépôt d'un amendement, la possibilité de taxer les résidences secondaires dans plus de communes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le constat et comment cette mesure a été appliquée sur le territoire ? Alors effectivement, c'était une mesure qui était attendue par beaucoup de maires. On a mis 3 ans en discutant avec le gouvernement et en particulier Bruno Le Maire pour l'obtenir. Mais je vous le dis de suite, ça ne va rien changer sur le logement. Même si ça apporte quelques éléments. Et l'idée principale, et je rentrerai un tout petit peu dans le détail après, c'est que cette surtaxe d'habitation, c'est permettre aujourd'hui à plus de 3000 communes de mettre une surtaxe sur la taxe d'habitation des résidences secondaires. La taxe d'habitation a été supprimée pour la totalité du coût des résidences principales et elle reste pour la résidence secondaire. Et le maire, s'il le souhaite, avec son conseil municipal, peut augmenter de 5 à 60% pour avoir une recette complémentaire. Et où ça va aider le logement, c'est qu'effectivement, cette recette complémentaire qui, à l'échelle d'un appartement, n'est pas très important, mais par contre qui, globalement, va permettre à l'ensemble des maires de pouvoir investir dans le logement permanent et avoir des actions pour comment on fait pour faire rester nos habitants permanents. Sur la circonscription, 87% des communes qui étaient touristiques l'ont mis en place. Donc, quasiment la totalité ont voté entre 10 et 60% cette surtaxe d'habitation. Et si on prend une commune voisine qui est par exemple les Contamines, un petit peu plus de 1200 habitants, je crois que la taxe d'habitation moyenne c'est de l'ordre de 600 €, donc ça va être un coût supplémentaire de 186 € par an. Mais par contre, ça apporte 600 000 € à la commune tous les ans pour pouvoir intervenir sur le logement permanent. Donc voilà l'objectif. Quand je dis que ça ne va pas changer, c'est une petite pierre à l'édifice et on a plein d'autres choses à faire derrière. Puisqu'on parle des grandes pierres à l'édifice, 14 mesures ont été présentées cet été par le gouvernement en tant que représentant à l'Assemblée nationale, coprésident du groupe d'études montagne et messieurs dans vos fonctions respectives. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur où en sont ces mesures, comment elles avancent et quelles sont les priorités du gouvernement, des maires que vous êtes et du député que vous êtes? On va donner la parole à monsieur Évrard peut-être pour commencer. Je n'ai pas de mandat officiel pour m'exprimer au nom de la ministre et des autres ministres, parce qu'effectivement, cette démarche est d'abord une démarche interministérielle et elle est très regardée aussi par la Première ministre, parce que la question... En réalité, il y avait effectivement un peu cette 15e mesure dont on vient de parler, qui était la question de la majoration de la taxe sur les résidences secondaires et du débat sur la taxe sur le logement vacant, qui pourrait là aussi être remis au niveau des communes. Sur l'ensemble des autres mesures, en fait, toute une partie sont déjà dans les tuyaux, et notamment toute la partie observation. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on en parle souvent, on a des données au niveau local, dans nos mairies, au niveau de nos intercommunalités la plupart du temps, dans le cadre de nos réflexions sur les plans locaux de l'habitat, les PLH, il y a une obligation également de le faire. On a aussi un certain nombre de contraintes et d'obligations liées à la loi montagne, notamment celle de 2016 sur le logement saisonnier. Donc on a quelques données.
Pour autant, on travaille quand même un peu en aveugle. C'est un peu la difficulté, c'est-à-dire qu'on n'a pas au niveau local les éléments fiscaux et tout ça. Donc tout ce travail qui est de faire que les données locales qui sont disponibles dans le cadre des PLH, mais aussi un certain nombre de données qui sont disponibles dans différents ministères, soient agrégées, soient intégrées et permettent aux collectivités de décider en pleine connaissance de cause des différentes dynamiques. De ne pas attendre la donnée nationale qui redescend, mais d'être beaucoup plus proactif et de donner les moyens aux maires, aux élus, aux intercommunalités de porter des vraies stratégies. Donc tout ce plan-là, il est effectivement fait d'un observatoire des données, des dynamiques du logement, mais également d'un certain nombre de données juridiques, parce qu'on le sait bien, on a beaucoup d'expérimentations. La commune d'Annecy a eu effectivement des propositions de règlement pour réguler ces logements sur les plateformes. Bon, le tribunal administratif a souhaité faire un moratoire, a souhaité suspendre la décision de la commune d'Annecy avant de l'étudier au fond. C'est le cas également sur la commune de Saint-Malo, c'est le cas dans beaucoup d'endroits. Pour autant, il y a d'autres endroits où ça marche, notamment sur des systèmes plutôt de compensation. C'est le cas de Biarritz, Bayonne, Anglette, qui vient d'ailleurs de mettre en place d'autres mesures d'encadrement des loyers ces derniers jours. Donc on a différentes Désolé, mesures. je ne suis pas du tout expert du sujet. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le type de mesures qui sont prises par ces communes très... Voilà, il y a différentes mesures. Donc il y en a qui sont acceptées par les tribunaux administratifs, d'autres pas, parce que la plupart du temps, elles sont l'objet de recours justement de propriétaires, de résidences secondaires pour la plupart d'entre eux. Et en fait, il y a des mesures qu'on connaît déjà dans les grandes villes, à Paris notamment, qui sont des mesures d'encadrement effectivement des loyers. C'est ce que Biarritz, Anglette et 24 autres communes du Pays Basque viennent de prendre. Il y a des mesures de compensation, c'est-à-dire que quand on doit aller à la mairie ou à l'intercommunalité pour déclarer que son logement, il passe d'un logement permanent à un logement secondaire, eh bien, on doit effectivement le compenser par la mise sur le marché d'un logement d'une location à l'année. Et donc, c'est ou payer pour cela, et donc c'est un système de compensation. C'est là aussi ce que le Pays Basque a fait, et ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Dans d'autres endroits, c'était le cas de Saint-Malo, il y a des quotas, et ça, là par contre le tribunal administratif a en général plutôt sanctionné ces mesures. Elles n'ont pas l'air d'avoir autant d'efficacité que ça. Donc il y a toutes ces mesures, et donc on a l'objet au niveau national, avec les parlementaires, au niveau du gouvernement, de travailler sur une sorte de guide des bonnes pratiques. Monsieur le député ? Alors déjà, sur ces 14 mesures, moi ce que j'aime, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont opérationnelles. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'on ne peut pas gérer la problématique du logement comme on le fait ici, au pied du Mont Blanc, ou du coup, comment on va le faire à Grenoble, ou comment on va le faire dans une autre ville en France. Donc, règle numéro 1, il faut donner les outils aux maires, et c'est bien les élus locaux qui sont les plus à même aujourd'hui à savoir ce qu'il faut faire sur le logement. Donc il faut leur donner les outils. Et dans ces 14 mesures, il y a beaucoup d'outils qui sont là pour les maires. Et moi, si je devais en retenir 4 sur ces mesures, la première, c'est la possibilité, comme le font un peu les Suisses, de réserver des zones, des servitudes dans nos plans locaux d'urbanisme, des servitudes pour la résidence principale. On nous a dit que c'était compliqué, ça vient de moins en moins compliqué depuis qu'on en parle. Et il faut vraiment qu'on travaille sur du zonage en disant on accepte sur une partie du territoire que quand vous avez atteint un certain nombre de résidences secondaires, eh bien, vous ne pouvez plus en faire et maintenant vous faites de la résidence principale. Ces servitudes, elles nous semblent importantes. La deuxième, c'est s'améliorer dans le contrôle des meublés. Il y a des outils qui existent déjà. Chamonix en est un très très bon exemple parce qu'ils se sont déjà emparés d'outils qui vont mettre en place très rapidement pour le contrôle. Nous, on aime beaucoup l'ensemble de ces meublés de touristes et entre autres, on a tendance à dire Airbnb parce que ça a vraiment réchauffé nos lits en montagne. Donc ça a mis en commercialisation. Et on ne veut pas supprimer ou se battre contre ces meublés-là, mais on veut simplement rééquilibrer la courte durée de la longue durée. Ça veut dire qu'on voudrait, et c'est encore un troisième point, que fiscalement, on ait un avantage fiscal quand on loue à l'année, que ça soit en meublé, non meublé, peu importe, mais qu'on loue à l'année, et qu'on ait un désavantage fiscal quand on loue sur de la courte durée. Et je pense qu'il faut vraiment que le gouvernement travaille dans ce sens-là. On fait une différenciation fiscale quand on loue court ou on loue long. Peu importe si on loue en meublé ou en non meublé, c'est vraiment la longueur du bail qui fait. Et puis voilà, donc les 3 outils, la servitude, des outils aux maires pour réguler le meublé de tourisme, et puis la fiscalité. Monsieur le maire, monsieur le député le disait, on n'a rien contre cette histoire de plateforme.
quand il s'agit d'un complément de revenu. Mais vous essayez aussi à Chamonix de travailler sur, en tout cas, la meilleure compréhension de ce marché des meublés touristiques pour essayer de la quantifier et de mieux l'encadrer. Oui, peut-être juste un mot avant. Je partage ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que pour régler la problématique du logement, il n'y a pas une mesure, c'est vraiment un panel de mesures qu'il faut mettre en place. Alors, le logement, juste réinsister sur l'importance. On parle de montagne durable. Il n'y a pas de montagne durable sans la communauté montagnarde, sans les habitants. Et c'est quand même beaucoup de cela dont il s'agit. Moi, j'ai été saisi tout à l'heure par les données qui nous ont été fournies par l'INSEE, où on voit finalement ce plateau au niveau des stations de ski depuis une dizaine d'années. C'est intéressant de voir que c'est général, que ce n'est pas un problème local, que toutes les stations de ski ont eu ce problème-là. Et ce problème-là, il est lié, à n'en point douter, à une cote de plus en plus importante du foncier. Et alors, les maires, je vais prendre la position d'un maire parce que c'est vraiment important à ce qu'on communique là-dessus et à ce qu'on s'entende là-dessus avec tous les acteurs. Et il faudra, d'abord, je veux dire merci, parce que l'écoute du gouvernement sur ce sujet, elle est réelle. Ça doit faire juste 15 ans qu'on parlait de ces mêmes choses. Donc, merci beaucoup pour le travail qui est réalisé, parce qu'on commence à sortir des dispositifs et quand ça va mieux, il faut le dire. Donc le travail réalisé par le gouvernement et les parlementaires porte. C'est absolument crucial parce que la crise du Covid a accéléré cette pression foncière. On était déjà très haut dans nos stations, mais on s'est pris encore un 20-25% depuis le Covid. Le résultat, c'est qu'effectivement, on l'entendait tout à l'heure avec l'entreprise qui vient de s'installer à Chamonix avec les sous-vêtements de sport. Elle a du mal à trouver. Elle trouve des compétences, mais c'est la brique logement qui manque. Nous, au niveau des fonctions publiques, c'est important. On parle de services publics quand même dans nos vallées de montagne. Au niveau de nos services publics, on a la plus grande difficulté à pourvoir les postes, qu'il s'agisse de la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, la fonction publique d'État, pour l'éducation nationale, pour la gendarmerie, parce qu'on bute sur le problème du logement. Donc on est en train de faire des vallées dans lesquelles on n'arrive plus à avoir les travailleurs essentiels au fonctionnement des services publics. C'est pour ça que moi je remercie vivement le gouvernement et les parlementaires de s'être emparés de cette question. Il faut donc véritablement faire feu de tout bois. Sinon, on risque d'opposer quelque chose qui, nous, ne va pas. Et quand on parle de montagne durable, c'est l'économique, l'environnemental et le social. Et moi, je ne veux surtout pas qu'on ait une opposition, notamment entre le social et l'environnemental. On est tous en train, dans nos PLU, de faire des révisions qui sont des révisions drastiques, avec des moins 50, moins 60% de droits à construire sur... vraiment, avec, en disant, voilà, on artificialise plus, on est plus sobre, on construit moins. Bien. Évidemment, la contrepartie, c'est qu'il y a un phénomène de sur-explosion des prix du foncier et de l'immobilier. On ne peut absolument pas opposer ces deux aspects-là. Alors, j'entends les propositions qui sont faites et moi, je serais évidemment très preneur dans la boîte à outils. Première chose, c'est très très bien de différencier les situations. On l'a vu au Pays Basque, en Corse, ou bien même à Paris. On n'a pas les mêmes situations. Il faut qu'on ait des outils qui soient à la main des maires. Bon, ça c'est bien. Après, effectivement, cette notion de servitude, elle doit être explorée parce que normalement, qui dit servitude dit indemnisation. Donc il y a bien quelqu'un à un moment donné qui va payer. Bon, donc il faudra quand même qu'on pose un peu ce débat-là, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire. Et c'est pour ça que le volet de la THRS, il n'est pas fait pour ennuyer nos amis résidents secondaires qui font partie du paysage de nos stations. Il est véritablement là pour appuyer une politique dont la mobilisation de moyens est plus que jamais nécessaire. Quand on a un prix de foncier tel que celui qu'on connaît dans nos vallées, et ça je sais que nombreux sont les sites qui partagent cela, il faut agir à la fois sur le moyen traditionnel, c'est-à-dire le moyen traditionnel, c'est l'achat de terrain, le travail avec les opérateurs sociaux pour la formulation d'offres spécifiques, mais il faut aussi travailler sur le réglementaire. Alors, la question sur le réglementaire, effectivement,
il faut faire attention dans un parc qui est un parc ancien à des mutations qui pourraient être trop rapides du parc qui était auparavant sur du logement permanent vers du logement saisonnier. Et c'est vrai que soit l'harmonisation fiscale ou la tentative d'harmonisation fiscale qui est en cours est importante, tout comme le sera l'obligation déclarative que les maires pourront acter et ensuite la mise en place des règlements. Et on se servira naturellement des jurisprudences les mieux construites pour mettre cela en place. Il ne s'agit pas du tout d'opposer le phénomène économique et l'activité économique. Je partage ce qu'a dit Xavier sur ce sujet. Est-ce que les plateformes, elles servent à arrondir les fins de mois de personnes qui en ont besoin, ou est-ce qu'elles servent à de la spéculation? C'est pour ça qu'il faut connaître, il faut observer, et c'est en fonction de cette observation que nous déciderons. J'ai ouvert le Dauphiné Libéré ce matin. J'ai vu que vous aviez notamment signé un partenariat avec la plus célèbre de ces plateformes. Dans quel objectif ? C'est assez simple, c'est que je crois que ces plateformes ont bien pris conscience du fait que si elles ne collaboraient pas, elles allaient au-devant de mesures extrêmes sur les sujets. Donc c'est vraiment la signature en fait, c'est une fourniture de données. C'est-à-dire qu'ils acceptent d'ouvrir leurs données en nous donnant les indications qui sont nécessaires sur qui vient dans ces hébergements, combien de temps, qui sont les loueurs, combien de temps, quelle est la cartographie sur le territoire. C'est aussi très très important de ces locations. Et c'est au vu de cela qu'ensemble, on pourra prendre les mesures qui permettent d'aboutir, je pense, au meilleur équilibre possible. Il ne s'agit pas d'empêcher quelqu'un qui gagne quelques milliers d'euros sur l'année de finir et de compléter son revenu, surtout s'il l'a prévu de longue date et qu'il a investi sur ce sujet-là. Mais il s'agit par contre d'éviter les phénomènes hyper spéculatifs où on voit un immeuble entier qui est racheté uniquement pour faire de la plateforme intermédiaire. Parce que ça, on ne peut pas le supporter dans le temps même où nous, on essaye, vaille que vaille, d'acheter pour faire du logement pour nos habitants permanents, qui lui-même, du coup, risque de tomber. Donc, il y a aussi un énorme volet juridique, un énorme travail qui est fait par nos services juridiques, en lien naturellement avec ceux de l'État sur ce sujet. Pour conclure sur les actions de Chamonix, avant de repasser au niveau national, je crois que vous vous êtes emparé de la possibilité d'augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On n'a pas parlé du cas spécifique de Chamonix. Comment vous êtes-vous emparé de cette mesure et dans quel objectif affiché politique ? Alors, très clairement, dans l'objectif qui est affiché par ce que le législateur a prévu à cet effet. C'est-à-dire que le législateur a dit c'est pour favoriser le logement permanent. Et donc, l'idée, elle est excessivement simple. C'est de dire que les montants collectés seront intégralement réinjectés sur de l'acquisition foncière ou de l'aide à la réalisation d'opérations pour l'habitat permanent. On l'a fait de manière homogène, en plus quasi homogène sur la communauté de communes, pour éviter les effets de surverse ou les effets de bord qui consisteraient à dire « moi je fais ça et donc les gens vont aller s'installer ailleurs ». Puis enfin, nous on l'a fait, je peux le dire parce que ça fait du bien, parce qu'on avait des taux qui étaient bas et que donc même avec nos taux bas, la surtaxe fait que nos résidents paieront pas plus cher que dans certaines autres communes sans surtaxe. Oui, c'est sûr. Peut-être une question plus prospective pour enchaîner à tous les trois, et peut-être une question impossible d'ailleurs, mais à quel moment vous considérerez avoir atteint un équilibre sur les grands enjeux de logement sur vos territoires ? Quand est-ce que vous serez content et que vous vous direz « j'ai fait le job » ? Moi, j'ai un indicateur qui est très très personnel. C'est que j'ai pas une semaine où quelqu'un vient pas me voir sur un problème de logement. Un restaurateur, un hôtelier, un industriel qui me dit aujourd'hui le frein de développement économique des stations, mais de la vallée de l'Arve dans la partie industrielle, c'est parce que la vie est trop chère et qu'on ne peut pas se loger de façon décente à des prix normaux. Voilà. Donc dès que ça passera à 1 par mois, je pense qu'on aura déjà bien avancé. Oui, je crois qu'effectivement, la dimension humaine sera l'indicateur et l'objectif principal. Ces questions-là, on les a de façon permanente sur des jeunes qui cherchent un logement pour commencer leur vie, ou des couples qui veulent s'installer, des familles, ou des gens qui se séparent. Enfin bon, voilà, des logements sociaux, on en manque terriblement. On y travaillait encore hier au niveau de la vallée. Il y a cette dimension humaine qui est très très sensible dans tous les territoires
tendue et en montagne en particulier. Moi, il me semble que l'indicateur qui est intéressant, c'est celui qui a été évoqué par l'INSEE aussi, et on le voit sur notre vallée également, c'est-à-dire c'est le taux de résidence secondaire par habitat. C'est-à-dire qu'on est évidemment un territoire touristique, mais effectivement, l'histoire a fait, et l'évolution et la dynamique économique créée par ces plateformes notamment, mais aussi par les réseaux sociaux, a fait une espèce d'hyper-attractivité aujourd'hui. Et il y a un double enjeu de rééquilibrer en disant on veut un tiers de résidence secondaire sur notre territoire, ou 50% en fonction de nos stratégies, et ça peut être par quartier, ça peut être par hameau, ça peut être par... Voilà, d'essayer de réfléchir ça, d'être beaucoup plus maître de notre aménagement du territoire. Et je crois que c'est une réflexion qui existe dans d'autres pays européens, comme sur ce lien avec les plateformes, il y a aussi des textes européens qui encadrent cette transparence nécessaire des plateformes. Je pense que cette réflexion, on a évoqué le cas de la Suisse, du Valais, avec qui nous travaillons dans le cadre de l'espace Mont-Blanc, ce sont des enjeux qu'on doit partager sur des périmètres relativement larges. Parce que le pire danger de la montagne, c'est la mise en concurrence des uns avec les autres. Et qu'aujourd'hui, on arrivera à atteindre cette solution quand on aura une stratégie sur des périmètres intercommunaux qui sont cohérents et qui évitent effectivement ces effets de concurrence entre nous qu'on a trop souvent vécu. En réalité, la population n'en a pas grand-chose à faire. Et les touristes et les agences immobilières ou les acteurs de l'immobilier, notaires ou autres, savent très bien que tout ça n'a pas vraiment d'importance. Oui, puis effectivement, dans les indicateurs, il y en a le premier indicateur qui est un juge de paix, c'est l'indicateur de stats de l'INSEE sur la population et l'évolution de la population. Mais ce n'est pas suffisant. Là-dessus, celui-là, je crois pouvoir dire qu'on va pouvoir l'atteindre, la stabilisation. Mais au-delà de ça, je crois que c'est ce qui nous a été présenté tout à l'heure, c'est qu'on voit des déséquilibres sur les courbes d'âge, et également sur les aspects socio-professionnels. La richesse d'une montagne, c'est la diversité du milieu humain, à la fois sur le plan, il faut que tous les âges puissent y être représentés, notamment les jeunes, et puis c'est aussi la diversité en termes socio-professionnels. Il ne faut pas qu'on ait une gentrification du secteur de la montagne, il faut qu'on continue à être dans la diversité qui est celle de ce qu'on sait offrir sur nos territoires. Et donc c'est ces lectures qui doivent nous guider sur l'avenir, pas seulement une lecture, à mon sens, quantitative. Ça va avec les questions d'emploi que vous évoquiez sur la table ronde précédente. La question des populations de revenus intermédiaires, elle est déterminante, quoi. Entre une paupérisation d'une partie de la population qui, à terme, est obligée de partir parce qu'elle n'a plus accès au logement, et puis effectivement la gentrification dont parlait Eric. Merci messieurs pour cette vision prospective du jour où on sera arrivé à l'équilibre. Est-ce que vous avez dans la salle des questions sur ces grands enjeux du logement que vous voulez partager avec nos élus? Oui, je vois une question en haut. Tiens, on en a une première là. Je vais prendre la place de personne. Laurent Reynaud, moi, je suis le délégué général de Domaines Cap de France. Merci pour cette table ronde parce qu'effectivement, le logement est un sujet très préoccupant dans toutes les stations de montagne, je crois. Je parle sous le contrôle de mon ami Jean-Luc, le président de l'association des maires de station. Nous-mêmes, qui sommes souvent le premier employeur en station, on voit la difficulté qu'il y a à attirer des talents en station avec la question du logement. Pour autant, et même si nous, on souscrit à la plupart des échanges que vous avez eus entre vous, ce qu'on voit dans le projet de loi de finances 2024, c'est une disposition qui est très différente de ce que vous avez évoqué. En l'occurrence, une disposition qui fait deux choses. Un, qui supprime l'incitation que les résidences secondaires pouvaient avoir à mettre en location leur résidence secondaire. Alors effectivement, on aimerait tous qu'ils la mettent en location 12 mois sur 12 pour le même locataire du 1er janvier au 31 décembre. Ça ferait des logements permanents. Mais c'est leur résidence secondaire, n'est-ce pas? Ils s'en réservent donc l'usage quelques semaines dans l'année, en tout cas pour la plupart d'entre eux. Et donc, il est illusoire d'imaginer qu'on vienne mettre le même locataire du 1er janvier au 31 décembre, même en supprimant l'incitation. Deuxième point, on supprime aussi l'incitation au classement de ces logements. Et là, une autre conséquence qui ne me paraît pas non plus avoir été évaluée, c'est que perdant le classement, vous savez que si on tombe en dessous de 70% de classement du parc d'immobilier marchand d'une station, on perd la compétence création d'un office de tourisme, compétence communale, quelque chose auquel nous sommes particulièrement attachés. En montagne, on s'est battu dans le cadre de la loi NOTRe pour qu'on conserve ce que nos amis suisses ont, ce que nos amis autrichiens ont, ce que nos amis italiens ont, des offices de tourisme qui sont communaux en station de montagne. Ça fait souvent du sens,
même si on pourrait parler aussi du tourisme estival qui est plus itinérant. Mais voilà, il me semble que nous n'avons pas vu d'évaluation de l'impact de ces dispositions. Et ça nous fait peur parce que de notre côté, on a mesuré qu'à peu près 20% de l'activité des stations de montagne est concernée par ces dispositions. Est-ce que vous avez évalué les dispositions qui sont aujourd'hui prises dans le projet de loi de finances 2024 par rapport à ces effets délétères? Je crois que la question m'était adressée. Je crois aussi. Je ne sais pas. Je vais y répondre. Alors, donc, en fait, on sait très bien que tout ce qu'on a vu sur le logement devra se traiter dans un projet de loi logement, et nous, on espère au printemps qu'il sera ambitieux. Et souvent, on profite de la fin d'année du projet de loi de finances qui va, du coup, donner un budget à la France pour regarder les aspects fiscaux. Plusieurs de mes collègues, on avait milité sur ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut, du coup, essayer d'avoir une fiscalité qui soit plus intéressante quand vous décidez de louer à l'année plutôt que de louer à la semaine. Et là, le gouvernement a fait un premier pas, il n'est pas allé au bout, et franchement, le résultat, il est décevant. On avait un abattement pour les meublés classés tourisme. Quand vous êtes meublé classé de tourisme, et l'ensemble des offices de tourisme, en montagne en particulier, en Savoie et en Haute-Savoie, et là, j'en profite pour saluer le président de ID Tourisme qui est dans la salle, on avait on avait un abattement complémentaire quand vous étiez meublé classé tourisme. Ça veut dire que vous louez votre appartement, vous gagnez et vous pouvez déduire jusqu'à 71% en abattement parce que vous avez fait l'effort de classer votre meublé. Nous, ça nous allait très bien parce que ça permettait de monter en gamme. Du point de vue de Paris, en disant tous les meublés classés de tourisme sont des Airbnb, le raccourci qui a été fait, c'est que on supprime cet abattement et on le remet à 50. Moi, je trouve ça dommage parce qu'il fallait toucher la fiscalité, mais il ne fallait pas le toucher comme ça. Donc, à nous de le corriger pour l'année prochaine. Mais rassurez-vous, quand vous passez de 71% à 50%, ça reste dans tous les cas très, très intéressant. Mais je reviens sur les propos du maire Éric Fournier qui disait nous, quand on a au Pays du Mont-Blanc, dans la vallée de Chamonix, quelqu'un qui a un appartement, qui le loue sur Airbnb, qui a un revenu complémentaire, mais pour nous, c'est du bonheur. Par contre, quelqu'un qui achète la totalité d'un immeuble parce qu'il a un intérêt fiscal très important et qu'en plus, il va le bloquer, donc à la limite, c'est pas beau de le dire comme ça, mais nous, on préfère embêter l'investisseur qui prend tout l'immeuble, mais on ne veut pas du tout embêter la personne qui a son appartement dans la station qui permet d'avoir un revenu complémentaire. Donc cet amendement du gouvernement qui a modifié la suppression d'abattement, moi je le regrette parce qu'il fallait toucher la fiscalité, mais il ne fallait pas faire que ça. Et en plus, globalement, j'ai regardé, ça ne rapporte pas beaucoup de millions à l'État. Non, c'est peu de le dire. Et il y a eu effectivement, sans rien dévoiler, des débats internes au sein du gouvernement, des avis divergents, dont quelques-uns qui étaient proches du tien, et qui restent effectivement à défendre cette position qui n'a pas vraiment de sens, qui n'a pas de sens budgétaire, et qui effectivement, en termes d'efficacité touristique et d'efficacité en termes de logement, n'était pas partagée ni par la ministre des collectivités territoriales, ni par le ministre du Logement, qui avait fini par entendre effectivement les enjeux tout à fait spécifiques des meublés classés. Bon, voilà. Donc, le débat reste ouvert, que ce soit dans le cas, on verra ce qui restera dans le PLF après le 49.3, parce qu'il risque d'y avoir 49.3 sur le sujet. Mais c'est effectivement un débat qui est largement ouvert, et Xavier l'a rappelé, ça fera partie de la grande réforme du logement, et peut-être avec un focus particulier sur le logement dans les zones touristiques, dont on sait qu'il est particulièrement sensible. Il y a d'autres sujets qui sont importants, on n'en a pas parlé, mais sur le logement des saisonniers, sur lequel Domaine Ski de France et la NMSM sont en la pointe avec les syndicats, et j'ai encore assisté cette semaine à une réunion avec le cabinet du ministre du Travail, où il y avait l'unité, et c'est assez rare en France pour devoir le souligner, sur l'enjeu du travail des saisonniers, du type de contrat saisonnier et du logement, parce que c'est évidemment un élément déterminant. Donc ça fait partie aussi des grands enjeux du logement en montagne. Sur les 14 mesures, il y a une des mesures que moi j'apprécie beaucoup et j'espère qu'elle sera reprise et travaillée,
c'est qu'on différencie quand vous avez un meublé de tourisme ou quand vous en avez 2, 3 ou 4. Et on peut très bien imaginer qu'on garde des avantages parce que c'est important sur le premier et le deuxième logement, mais qu'à partir, par exemple, du troisième, quatrième et puis tous les autres, on ait une fiscalité différente. Donc c'est vraiment ça, il faut aller dans la dentelle. On ne peut pas simplement supprimer une mesure comme ça d'abattement. Oui. Pour ceux qui s'intéressent, il y a évidemment un dossier de presse et ça pourrait être intéressant de le joindre aux... Bien sûr, on le joindra aux conclusions et vous le retrouverez sur le site, sur la synthèse de cette table ronde. Je me permets juste de rajouter un mot sur le sujet, parce qu'il a été question de sobriété dans la construction cet après-midi. On est là aussi au cœur d'un des sujets, hein, parce que pour un maire, devoir construire alors même qu'il y a un parc qui est mobilisable sur ces sujets-là, c'est pas la bonne manœuvre. Donc on peut aussi travailler. Et je pense qu'il y a, ça c'est à la main des élus locaux, sur des outils spécifiques, comme on a ici, on a une agence immobilière solidaire, hein, qui était au départ mis au service uniquement des saisonniers. Hein, je rappelle le principe, hein, c'est vous avez un bien, ben, la collectivité vous garantit l'encaissement des loyers, puis elle preste un certain nombre de services comme l'entrée, la sortie, en fait tout ce qui est un petit peu lourd pour le propriétaire. Ça, c'était pour le saisonnier. Et l'idée qu'on vient d'adopter, hein, c'est l'élargissement, notamment à nos fonctionnaires. C'est-à-dire dire, bah, moi je suis propriétaire, j'ai envie d'être plus simple dans le mode de location. Je loue à un membre de la fonction publique. Je dis la fonction publique parce qu'on sait que le niveau de salaire est ce qu'il est. Et on l'entendait tout à l'heure, c'est hyper dur dans des vallées de montagne qui sont par essence plus chères, hein, parce qu'on paye un peu plus cher un peu tout, finalement, parce qu'on a un petit peu l'éloignement, quand même, et même ici, à Chamonix. Donc l'idée, c'est de profiter. Et c'est un outil qui est facile à mettre en place, hein, ce parc de logements au profit également des personnes qui sinon n'arrivent pas à trouver de logement. C'est un point aussi relativement important. Donc je crois qu'il y a... Moi, ce que j'aime bien ces temps-ci, c'est qu'il y a des mesures qui dépendent du gouvernement, il y a des mesures qui dépendent du local, et que pour une fois le gouvernement dit « je suis prêt à donner la main aux locaux et qui prennent leurs responsabilités ». Quand on décide d'augmenter une THRS, on ne se fait pas que des amis. Quand on décide de dire, je sais que ça ne fait pas l'unanimité, eh ben, le DPE, il est à la main des maires, et le DPE pour les aspects touristiques, ça sera le même que pour les aspects du logement permanent. On ne se fait pas que des amis. Et pour autant, on peut aussi trouver des mécanismes de compensation. J'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas dans ce cas-là faire la compensation en disant j'exonère de taxes foncières en contrepartie, ou bien alors on peut retravailler sur d'autres systèmes fiscaux. Donc ça, je crois que c'est constructif. Par contre, effectivement, il faut aller très vite, hein, parce qu'il faut arrêter la course à l'échalote de la construction sociale, entre guillemets, sur laquelle, faut pas l'arrêter, mais il faut qu'elle soit complémentaire à l'effort qui est porté sur le parc existant. Dans les 14 mesures, il y a effectivement aussi un outil qu'on n'a pas évoqué, mais qui est évidemment intéressant, sur lequel on travaille avec Sylvain Charlot d'Atout France, qui est la Banque des territoires, qui est la possibilité pour les territoires de créer des foncières locales, qui soient justement des outils qui, peut-être avec les revenus de la THRS d'ailleurs, leur permettent justement de préempter, d'agir, évidemment pour créer du lit chaud, notamment dans les territoires touristiques, mais pourquoi pas, on essaye d'y travailler pour que ce soit aussi pour les logements saisonniers et pour les logements permanents, d'associer notamment dans les grosses résidences de tourisme. On sait qu'il y a beaucoup de lits, il y a beaucoup de rénovations nécessaires, à trouver un nouveau modèle économique justement qui permette aussi de créer de l'intérêt général, parce que c'est ça l'objectif. Donc ça a une dimension environnementale de rénovation des bâtiments, mais aussi une dimension plus sociale d'intérêt général qu'on est en train d'essayer de monter pour que économiquement ça suive aussi derrière. Merci messieurs. Je vois 2 questions dans la salle, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh là là, le sujet du logement déchaîne les passions. On répondra court. Messieurs, pour le moment, on est beaucoup trop sérieux sur le timing. Je vous annonce qu'il nous reste un tout petit peu de temps pour répondre. Oh, ça va. Précisément 10 minutes pour les questions qui viennent. Oui, bonjour, Patrick de Wassou, élu de Chamonix. Il y a une question fiscale qui est importante, qu'on n'évoque pas assez souvent, c'est les droits de succession. On sait à quel point ils pénalisent nos vallées. On sait que c'est un gros sujet. Moi, j'ai
l'exemple dans d'autres pays, hein, par exemple l'Allemagne, où les droits de succession, il n'y a pas de droit de succession jusqu'à un certain chiffre, qui est un chiffre important. Donc est-ce que dans toutes ces mesures fiscales, et je parle à notre député évidemment, on évoque des fois ces droits de succession, de sortir par exemple la résidence principale des droits de succession, ou de mettre des limites pour être exonéré de droits de succession, parce qu'il y a beaucoup de biens qui partent sur le marché, finalement, le marché saisonnier, enfin le marché touristique, alors que c'était des biens qui étaient habités par des habitants permanents. Merci. Et je crois que mon collègue a un petit complément sur le même sujet. Oui, c'est complètement le même sujet. C'était savoir s'il y avait des données statistiques sur le nombre de logements permanents perdus suite aux droits de succession. Alors, à ma connaissance, je n'ai pas de statistiques, mais ça serait intéressant effectivement de creuser, sachant que quand vous avez une succession, c'est difficile d'avoir cette information-là parce qu'elle est assez subjective. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au pays du Mont-Blanc, quand vous avez un chalet qui se vend, qui est évalué, par exemple, à 1 million d'euros, et que les enfants qui héritent n'ont pas d'autres moyens que de vendre le bien pour payer les droits de succession, on a quand même un problème. Donc on a deux pistes. Il y a une piste qui était un engagement du président de la République sur la campagne de passer à 150 000 euros par enfant et par parent, donc pour du coup diminuer déjà cet impact-là. Donc je pense que c'est une première approche, mais ça peut ne pas être suffisant sur nos territoires tendus. Et pour l'instant, cette mesure n'a pas été mise en place parce que réellement, elle coûte très très cher. Celle sur laquelle on travaille, c'est de dire pourquoi pas, lorsqu'on a un engagement pendant 10 à 15 ans, lorsqu'il y a une succession, de la garder en résidence principale, d'avoir du coup une diminution des droits de succession. Et s'il y avait une vente, parce que c'est la vie entre-temps, on pourrait très bien à ce moment-là faire le rattrapage si le logement n'était pas gardé pendant 5, 10 ou 15 ans, ce qui aura pu être décidé par la loi. La complexité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, de cette mesure-là qui nous semblait intéressante, c'est quand il y a 3 enfants, est-ce que c'est un des enfants qui reste, etc. Donc il y a un peu de complexité dès qu'on creuse un peu, mais je suis complètement d'accord avec vous. Le nombre dans la vallée de Chamonix, au pays du Mont-Blanc, le nombre de maisons qu'on a vu disparaître au profit de quelqu'un qui est capable de mettre 30% de plus et qui forcément est souvent une résidence secondaire. On va prendre 2 questions. Il y en a une première tout en haut. Je suis désolé, madame. Il y en avait une première tout en haut, mais vous aurez la question d'après. Et comme ça, on aura fait le tour des questions sur le sujet. Pas complètement, mais rassurez-vous, on a une pause juste après, une pause café. Donc, on pourra poursuivre les débats autour de la pause café. Bonjour, oui, Thierry Ravanel. Donc, je suis commerçant à Chamonix. Je reviens complètement et je rebondis sur mes 2 collègues, donc Patrick et puis le directeur de l'école de ski. Le premier problème est franchement héréditaire et national. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer le système suisse et le système français. Donc ça, déjà, c'est incomparable. L'autre chose, c'est que sur un premier bien ou sur une habitation, par exemple, individuelle, pourquoi on devrait payer plus à Chamonix, où on veut à Saint-Tropez ou où on veut en France, que dans l'Allier ou que dans les Deux-Sèvres? Ce n'est pas tout à fait normal à un moment, puisqu'à un moment, toutes les zones touristiques sont touchées par ce problème. On peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Ça, c'est le premier problème. On a passé des phases où les locaux avaient des maisons, avaient des logements, et souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les locaux, eux, faisaient la location pour les saisonniers. Ça n'existe plus maintenant. Quand on regarde les systèmes, et Dieu sait que vous vous battez, et franchement, on vous en remercie, actuellement, nous, on est à la recherche de logements, on n'en trouve pas. On n'a pas de saisonniers, on ne trouve plus les saisonniers, on n'arrive plus à les loger. Le delta entre, on les paye relativement bien, je pense. Bien sûr, on pourrait les payer encore plus, on n'y arrivera pas.
Un jour, il y aura un déséquilibre à Chamonix, il n'y aura plus de commerçants, il n'y aura plus personne. On n'aura que des grandes institutions dans le genre Décathlon. Voilà. Je pose la question, c'est un moment jusqu'où on va et jusqu'où on va avec les vendeurs de biens et promoteurs immobiliers. Parce que la problématique, elle vient de là. Merci, monsieur, pour votre question. Le souci international. On va passer aux réponses. Comme vous le savez, le temps est compté. Moi, je peux faire un début de réponse. Vous avez raison quand on dit qu'on ne peut pas comparer la Suisse à la France, parce que déjà, c'est un pays qui est un peu plus petit, et nous, on a quand même réussi à inscrire dans notre constitution le droit de propriété. Et on ne peut pas faire de différence aujourd'hui entre une résidence principale et une résidence secondaire. Ça nous simplifierait beaucoup la vie, mais aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire de votre résidence, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. On est quand même les champions du monde en France, parce que on a à peu près 10% de résidences secondaires. 10% des Français ont une résidence secondaire, qui est par rapport au reste de l'Europe quelque chose qui est très très important. Donc on a et alors quand on regarde dans nos pays de montagne, c'est encore plus. Donc sur cet aspect-là, la différenciation avec la Suisse, effectivement, on ne sait pas faire, mais il faut qu'on arrive à trouver quand même le mécanisme. Et là, je reviens à mes servitudes où on pourrait mettre du logement permanent. La deuxième chose, sur les saisonniers, on a dans la loi qui va arriver, j'espère qu'on aura un volet aussi pour le logement saisonnier, parce que ce qu'il faudrait, l'ensemble des professionnels aujourd'hui, ils sont prêts à mettre de l'argent pour loger leurs saisonniers, mais on a 2-3 petites choses à résoudre. La première, c'est qu'on arrive à lier le contrat de travail au logement, parce que vous avez quelqu'un qui va loger son saisonnier, il décide pour toutes les raisons qui lui sont personnelles d'arrêter et de travailler ailleurs. En fait, on ne peut pas récupérer le logement. Donc ça, effectivement, ça protège, mais c'est quand même une anomalie. Donc il faut qu'on trouve les mécanismes de lier le logement au contrat de travail. Déjà, ça permettra vraiment de sécuriser un peu les professionnels qui veulent loger. Et puis, le deuxième aspect, c'est quand même donner des avantages fiscaux aux entreprises qui investissent dans le logement pour leurs saisonniers. Oui, il est intéressant effectivement de comparer avec les pays voisins. Bon, la Suisse est en dehors de l'Union européenne et a des règles un peu différentes qui nous attirent, mais bon, effectivement, Xavier l'a rappelé, ce ne sont pas les mêmes. Pour autant, on peut aussi noter que l'hôtellerie familiale est restée en Suisse, mais elle est restée aussi en Autriche, et que nous, on a tout fait pour la rendre difficile. On a des hôteliers qui aujourd'hui sont dynamiques, il y en a quelques-uns qui s'exprimeront tout à l'heure, et heureusement qui trouvent des solutions dans le contexte fiscal, financier qui est le nôtre, mais tout de même s'ils pouvaient amortir sur plus longtemps, comme les commerçants, comme voilà, sur tout ce qui est à vocation professionnelle dans nos secteurs, ils pourraient aussi peut-être mettre plus de moyens sur la qualité du service. On sait que employer des gens ici, c'est compliqué, et du coup, vu que les gens sont peu payés, eh ben, c'est difficile de trouver du logement. Il y a cette espèce d'effet pervers de notre système. Et effectivement, sur la partie logement, le constat, il est fait partout, sur le littoral comme en montagne, dans toutes les zones touristiques. Ça peut être d'ailleurs dans la ruralité très touristique. On a poussé depuis 30 ou 40 ans à favoriser l'investissement dans la pierre. Et effectivement, certaines parties de la population française ont plus de moyens que d'autres, certaines régions ont plus de moyens que d'autres régions, et qu'effectivement, il y a cet effet pervers aujourd'hui d'avoir une partie de la population qui fait partie de ces 10% qu'évoquait Xavier, qui sont propriétaires de résidences secondaires et qui ont encore des moyens et qui vendent et qui augmentent d'année en année leur patrimoine. Donc il y a un vrai sujet, d'autant plus que derrière, on n'a pas forcément, je dirais, le même encadrement qu'on peut avoir sur l'investissement financier. En réalité, l'Agence des marchés financiers est beaucoup plus regardante et contrôlante que le système notarial français sur je dirais, la mobilité de ces biens. Donc on a aussi là quelque chose qui n'est pas normal vu les enjeux financiers que ça représente. Donc effectivement, je crois que dans les réflexions tant du gouvernement que des parlementaires, il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, mais il y a aussi une prise de conscience après 30 ou 40 ans où on a poussé les Français à investir dans la pierre, avec des taux d'intérêt européens très bas, de l'euro. On va prendre la dernière question et saluer l'arrivée de monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Bonneville. Bonsoir, Elisabeth Chaïs. Alors moi, je suis élue à Chamonix, mais je voulais surtout parler en tant qu'habitante de Chamonix. Qui ne sont pas des résidences secondaires.
dans le fait où il n'y a personne qui vient y habiter et où les volets sont clos 365 jours par an. Est-ce que le gouvernement ne pourrait pas se pencher sur cette fuite de capitaux et de logements, parce qu'à Chamonix, il y en a beaucoup. Moi, je peux vous faire un petit tour de ville, si vous voulez, ou un petit tour des quartiers, parce que je me promène beaucoup à pied. Et vraiment, c'est vraiment un problème. Je ne sais pas, on n'en a pas parlé ce soir, mais ça, pour moi, c'en est un. Parce que le tourisme, le résident secondaire qui vient le week-end dans sa maison, ça ne me gêne pas. Ça me gêne beaucoup. Merci Elisabeth. Peut-être avant de laisser notre député compléter la réponse, je pense qu'il y a une part de l'action qui est à la main des communes également. Il y a une part qui est peut-être dans les mains du législateur, mais aussi des communes. Bon, citer, je ne sais pas si ça va marcher, mais le dire aussi à nos amis qui nous ont rejoints cet après-midi. Dans la dernière modification du document d'urbanisme de Chamonix, et je sais que les collègues maires de la vallée sont sensibles à cet argument, on a décidé de limiter la surface au-delà de laquelle on doit faire et produire de l'hébergement principal. En clair, auparavant, jusqu'au 10 octobre, je crois que c'est le 10 ou le 15 octobre que c'est devenu opérationnel, on disait 300 mètres carrés maximum, et au-delà de 300 mètres carrés, vous devez 25% de la surface pour faire du logement permanent. On a baissé le seuil à 200, et on va augmenter, ça on va attendre la révision générale du PLU, qui est programmée l'an prochain, le seuil de production pour le logement permanent à 50%. Je pense que ça va commencer à être assez dissuasif. Parce qu'en gros, ça veut dire, vous faites votre maison, vous avez le droit de la faire. 200 mètres carrés, c'est déjà plutôt sympa quand même. On n'est pas trop à l'étroit dans 200 mètres carrés. Mais par contre, on ne vous autorise pas. Ce que la loi, on se rappelle des effets pervers de la loi dite SRU au départ, qui avait supprimé le CAES et puis qui laissait construire sur des micro-parcelles des macro-chalets, ce qu'on appelait les chalets XXL. Il nous a fallu, comme d'habitude, 6-8 mois parce qu'on est un État de droit, parce qu'il y a des procédures, parce qu'il y a des enquêtes publiques, c'est bien normal, pour reprendre la main et limiter les effets pervers de ce truc-là. Voilà. Bon, à chaque fois, d'ailleurs, on a un peu une course de retard sur la qualité de réflexion de la promotion immobilière, il faut le dire. Parce que voilà, c'est ce que je dis. C'est logique, il y a un système administratif qu'il faut respecter, il y a des enquêtes publiques et il y a tout ça. Maintenant, quand même, on est sur 200 mètres carrés. Bon, donc il faut absolument qu'on explique que ce type de mesure, ça c'est à la main des maires. Par contre, ça ne règle pas l'ancien, ce qui était construit avant. Alors là, effectivement, ça renvoie finalement à la question précédente. Il y a un droit de propriété, c'est assez difficile de revenir là-dessus. À la main des maires, il y a la capacité à dire on arrête de construire, il y a la capacité à dire si on construit, voilà les exigences qu'on met en termes de mixité sociale, c'est ce qu'on sait faire. Par contre, revenir sur le tissu ancien, waouh, ça dépasse un peu nos petites capacités réglementaires locales. Mais si Xavier a des idées, je suis preneur. Déjà, ce qui a été fait sur Chamonix est juste incroyable par rapport à ce qui est fait sur le reste de la France, sur les contraintes que vous avez mises, qui sont des vraies contraintes et qui vont avoir leurs effets dans le futur. Pour répondre à votre question, vous parlez des logements vacants. En fait, vous les voyez parce que vous promenez dans Chamonix et puis que vous revoyez toujours ces maisons fermées. Mais la dame de l'INSEE, je ne sais plus où elle est, en fait, nous disait c'est très très faible. En fait, on n'a pas tellement de logements vacants. On en a 3%, compte à peu près 7 à 8% ailleurs, suivant sur la moyenne nationale. Donc mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus. Et dans la loi qu'on a votée sur la taxe d'habitation résidence secondaire qui a été surtaxée, en fait, c'est le même volet que la taxe sur les logements vacants. Donc il y a une taxe qui est mise en place et qui est possible de mettre en place, qui a même été augmentée parce qu'elle doit attendre 21%, et qui permet, quand un logement est vraiment décrété comme vacant, de mettre en place cette taxe sur les logements vacants. Il faut peut-être qu'on retravaille un peu parce que pour qu'il soit vacant, du point de vue de la loi, c'est assez long.
Et arriver à prouver que c'est vacant, c'est aussi de la complexité du système. Mais ça existe, et franchement, vous avez raison. Nous, on aime voir les volets ouverts, que ce soit des résidences secondaires, des gens qui viennent en vacances ou des gens qui vivent à l'année. Je vous remercie chaleureusement toutes et tous pour ces échanges et je vous invite à aller boire un café avant d'attaquer sur l'enjeu majeur du tourisme. Merci messieurs.